Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rochebain, merci pour votre invitation. Merci à vous. Nous continuons cette émission spéciale avec cet entretien en format exceptionnel. La censure, ses effets, la recomposition de tous côtés, les alliances d'un côté, les vôtres peut-être sur votre droite ou sur votre gauche y compris, le projet que vous portez en cas de dissolution, si vous aviez le pouvoir. Amélie Carouer nous rejoindra dans quelques instants à ce sujet-là. Plus tard, d'autres voix. Thierry Breton après vous. Vous êtes président du Rassemblement national. L'événement, c'est aussi votre livre, Ce que veulent les Français, qui va paraître. Commençons d'abord évidemment par le sujet et le suspense ce jeudi. Est-ce que vous croyez encore que la censure est possible ? Si l'Assemblée nationale et les députés qui la composent retrouvent un peu de courage, oui, elle est possible. Ça va manifestement, et d'après les informations dont je dispose ce soir, se jouer à quelques voix. Et donc la balle est entre les mains très certainement des Républicains, des députés du Parti socialiste pour partie, ceux qui n'accepteraient pas de se fondre dans le macronisme et d'apparaître comme la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron et d'un budget honnêtement, on va en parler très certainement, on va rentrer dans l'intimité du budget, mais qui est une boucherie fiscale qui va s'abattre sur le pays dans quelques jours si ce budget devait rentrer en œuvre avec des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, une politique très dure contre nos compatriotes les plus précaires et puis qui va fragiliser la France du travail. Donc ce budget est un budget dangereux pour le pays. Censurer, c'est évidemment protéger la France d'une augmentation d'impôts. Et moi, j'appelle évidemment l'ensemble des parlementaires qui ne veulent plus de la politique d'Emmanuel Macron à se porter sur la motion de censure, qu'elle soit celle du Rassemblement national ou celle, évidemment, qui a été déposée par la gauche. Et vous nous confirmez que vous voterez, vous, la motion de censure des LFI ? Sans aucune difficulté. Moi, personnellement, non, puisque je suis député européen. Mais évidemment que les députés du Rassemblement national et nos alliés de l'UDR d'Éric Ciotti à droite voteront évidemment ces motions de censure. Jordan Bardella, vous avez vos pointages, nous avons les nôtres. Les nôtres sont moins, de votre point de vue, optimistes. En réalité, on est assez loin pour l'instant d'un vote de censure. C'est pas ce que me disaient vos confrères à l'instant, mais... On verra. Est-ce que vous reconnaissez que pour l'instant, s'ils y arrivent, c'est quand même ce que Olivier Faure a dit sur notre antenne, et il pèse dans cette affaire, sur l'antenne de TF1 hier, s'ils y arrivent, est-ce que vous leur reconnaissez qu'ils ont réussi un coup ? C'est-à-dire, ils vous ont pris à revers, ils cèdent quelque chose au PS, et de fait, c'est bien joué. Oui, bien sûr. Ils ont réussi un beau coup de poignard dans le dos de leurs électeurs. Je ne crois pas que les Français qui ne partagent pas mes idées et qui ont voté pour le nouveau Front populaire dont participait le Parti socialiste ont voté pour le gel des pensions de retraite dans une période où de plus en plus de nos retraités n'arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus à se soigner, n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à payer leurs médicaments parce que le reste à charge est trop important. Donc vous aimeriez encore plus la suspension, l'abrogation. Je veux dire, est-ce que M. Faure et les députés du Parti socialiste peuvent retourner en circonscription et regarder leurs électeurs dans les yeux ? Ils s'apprêtent non seulement à se faire arnaquer, parce que objectivement, la façon dont Monsieur le Cornu, très habile politiquement, et les amis macronistes, dites le mot vous-même, habile, Premier ministre, habile, mais habile parce qu'ils entubent en réalité les députés et par définition les électeurs du Parti socialiste, puisque pour que cette suspension de la retraite, réforme Borne, aille au bout, il faut que les députés du Parti socialiste vote contraint et forcé le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et donc, Monsieur le Président, attendez. Vous venez de dire... Attendez, pour qu'on comprenne bien, qu'il vote le doublement des franchises médicales, le gel des pensions de retraite et la fiscalisation des indemnités journalières qui sont données aux Français qui sont malades chroniques, qui sont touchés par une affection de longue durée. Mais est-ce qu'il y a plus cynique que cela ? Mais pardon, vous venez de prononcer le mot « ils entubent ». Alors, je ne reprendrai pas votre mot exactement, mais qui entourloupe qui dans l'affaire ? Est-ce que vous avez sous-estimé l'adversaire ? Quand ils envoient Madame Borne en voiture bélier, qui arrive à être en fait plus démagogue que vous, parce qu'elle disait, elle vous pointait du doigt en disant vous êtes des démagogues, des populistes, il faut absolument... Elle a fait passer brutalement le 49.3. Et maintenant, elle dit le contraire. Elle a retourné sa veste. Et objectivement, c'est une manœuvre de génie, parce qu'ils arrivent à détacher le Parti socialiste. D'un point de vue de la rigueur économique, intellectuelle, c'est très mauvais. Mais du point de vue de la manœuvre, cousu humain. Monsieur Rochebain, cousu humain. On ne joue pas au poker. C'est le pouvoir. Ce qu'on appelle des bons coups, c'est-à-dire des magouilles politiciennes pour éviter une dissolution de l'Assemblée nationale. Garder le pouvoir. Pour garder le pouvoir. Oui, mais en politique, alors que les Français ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, qu'ils entendent parler depuis maintenant quelques heures
d'augmentation de 20 milliards d'euros de taxes et d'impôts supplémentaires, d'un gel des pensions de retraite, d'un gel du barème de l'impôt sur le revenu, de la diminution des revenus pour les apprentis, d'une politique toujours plus dure à la fois sur la France du travail et sur la France qui a travaillé. On reviendra en détail. Non, mais attendez, ensuite, je vous garantis. Mais Monsieur Rochebain, on parle pas de la stratégie pour l'instant. Oui, mais moi je ne pouvoir. parle pas de stratégie. Parce que derrière la stratégie, il va y avoir des conséquences concrètes pour la vie des Français. Donc la réalité, c'est que nous sommes confrontés à des gens qui sont au pouvoir et qui baladent les Français depuis des mois, voire des années. Quand Madame Borne impose la réforme des retraites, envers et contre tout, au prix d'innombrables souffrances, de mobilisation sociale dans le pays, qu'on nous explique que si cette réforme n'est pas votée, le pays va à la faillite, eh bien, le jour où leur poste est menacé, où la dissolution guette, où le peuple français peut potentiellement revenir aux urnes pour se choisir une autre majorité, ce qui apparaissait comme primordial, imposé de force contre les Français, devient subitement quelque chose de secondaire quand on veut garder ses postes. Donc je vais vous dire, moi je suis écœuré. Je suis écœuré par ce spectacle que donnent les gens qui nous dirigent depuis des années. Les Français sont écœurés. Et moi je veux dire ce message d'optimisme aux Français. Nous allons continuer à nous battre parce que ce qu'ils ont contribué à faire ce soir, tous ensemble, républicains, Parti socialiste, macroniste, c'est de gagner du temps. Jordan Bardella, tout se recompose. On reviendra à beaucoup d'éléments que vous avez dit, y compris avec Amélie Carrouer tout à l'heure, mais tout se recompose. Chacun, là, ce soir, doit commencer à dévoiler son jeu, choisir ses alliances avec participation, sans participation, avec programme. Beaucoup de choses se posent. D'abord sur les LR. Madame Le Pen a cette formule terrible, elle dit au moins les PS se sont vendus, les LR se sont donnés. C'est assez juste. Comment est-ce que vous expliquez que les LR fassent ce qu'ils font, de votre point de vue? Parce que les LR ont peur de la dissolution. Et que si les Républicains retournent aux urnes, alors une grande partie d'entre eux, compte tenu du fait que depuis que M. Retailleau est entré au gouvernement, encore plus qu'avant, se sont fondus, dilués dans le macronisme, eh bien ils perdraient leur poste. Par conséquent, jusqu'à présent, les Républicains se sont alliés au macronisme. Depuis 2017, ils ont fourni à Emmanuel Macron ses premiers ministres, bon nombre de ses ministres, et les figures du proue du macronisme. Aujourd'hui, ils se sont fondus dans le socialisme. Je veux dire, comment on peut être crédible? Comment on peut être sérieux quand depuis des années on explique que la réforme des retraites est une ligne rouge? Le mouvement de M. Wauquiez, comment vous considérez le mouvement de M. Wauquiez? M. Wauquiez lui aussi a fait une manœuvre. Je pense que c'est du suicide politique. Et je vais vous dire, moi je veux parler ce soir aux militants, aux cadres, aux sympathisants et aux électeurs des Républicains. Je veux avoir une pensée pour eux parce qu'ils doivent avoir le sentiment d'être trahis ce soir. Parce que ce que s'apprête à faire M. Wauquiez et l'ensemble de ses députés, c'est non seulement de se renier sur leurs propres convictions au regard de ce qu'ils ont défendu jusqu'à présent sur la réforme des retraites, mais également qu'ils s'apprêtent à valider une augmentation de l'impôt sur le revenu, des augmentations de taxes sur les gens qui travaillent et surtout le gel des pensions de retraite pour nos retraités. Donc, je veux dire, se faire un harakiri de cette manière, eh bien, me fait avoir beaucoup de compassion pour leurs électeurs et moi j'ai envie de leur tendre la main et de leur dire que se renier en politique n'est pas une façon de faire et qu'on peut faire différemment. Jordan Bardella, vous ne pouvez pas traiter qu'avec les électeurs, c'est une partie de l'équation, mais il y a les dirigeants politiques. Hier sur ce plateau, votre allié, M. Ciotti, dit je tends la main à Bruno Retailleau, voyons-nous, rencontrons-nous. Est-ce que vous dites la même chose? Mais M. Retailleau... vous ne répondez pas. Mais d'abord, qu'il commence à dire s'il doit voter la censure ou non. Moi, j'ai lu le communiqué des Républicains. Non, il est clair. Il est clair. Enfin, il n'y a pas deux personnes dans son parti politique qui dit la même chose. Mais lui est clair. Non, mais d'accord. Mais il n'y a pas deux personnes dans son parti politique qui dit la même chose. Ouais, là, vous Monsieur Rochebain. La réponse. Non, mais je vais vous répondre. Monsieur Rochebain. Vous êtes prêt à rencontrer M. Retailleau ou pas? Mais je peux le rencontrer. Moi, je ne suis pas sectaire. Vous souhaitez ce rendez-vous? Vous souhaitez ce rendez-vous aujourd'hui? Mais c'est la proposition de M. Ciotti. Oui, mais est-ce que c'est la vôtre? Celui qui est chargé de traiter avec les cadres des Républicains, c'est M. Ciotti parce qu'il était président de cette famille politique. Non, mais vous n'avez pas besoin d'un chaperon. Donc, oui ou non, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer M. Retailleau pour parler affaires? Vous allez pas fixer mon agenda. Non, mais donc, je vous pose la question. Faire mes réponses. Donc je vais vous répondre. Lorsqu'il y a eu des élections à l'été 2024, moi j'ai pris mes responsabilités. J'ai dit pour gagner, il faut rassembler. Pour gagner, il faut l'union. Pour gagner, il faut l'alliance. Par conséquent, je me suis tourné vers le président des Républicains de l'époque, M. Ciotti, qui a accepté cette main tendue. On s'est mis d'accord sur un pacte de gouvernement, considérant qu'il fallait briser le piège mitterrandien et que nous avions tous les deux des électorats qui peuvent avoir des sensibilités différentes, mais qui sur la sécurité, la défense du pouvoir d'achat, la lutte contre l'hyperfiscalisme, la défense de la nation, de nos valeurs, de notre identité, partagent l'essentiel. Donc nous avons dit, on fait un bout de chemin ensemble. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui,
cette alliance, au moment où on se parle, n'est pas possible avec l'actuel président des Républicains. Attendez, qu'en savez-vous? Si vous ne voyez pas, si vous ne traitez pas, si vous ne négociez pas. Mais M. Retailleau, il a été ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France. Il vient de claquer la porte. Il n'y a jamais eu... Alors on va rentrer dans cette question parce que je vais vous répondre. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France que sous le ministère de l'Intérieur de M. Retailleau. Ce sont les chiffres de l'INSEE, 400 000 étrangers entrés sur le sol français en 2024, record absolu. M. Retailleau, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de claquer la porte du gouvernement et de le faire sur des questions politiques, sur l'incapacité d'apporter une réponse à la crise algérienne, sur l'incapacité du gouvernement de remettre en cause notamment l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation régulière. Il ne l'a pas fait. Non, mais là, vous faites pourquoi est-ce qu'il part? On n'est plus là. Si, pourquoi est-ce qu'il parle, M. Retailleau? Parce qu'ils n'ont pas eu assez de postes dans le gouvernement. Le Cornu lui-même le dit. Il souhaitait que M. Bellamy soit ministre, je crois, des armées ou de l'enseignement supérieur. Il part parce qu'il dit on n'a pas eu assez de ministères. Le deal gouvernemental ne nous convient pas. Et il part parce que M. Le Maire revient au gouvernement. Ça ne l'a pas dérangé, M. Rochebain, de s'asseoir pendant 1 an et demi dans un conseil des ministres entre Mme Borne, socialiste, et M. Valls ou M. Rebsamen, socialiste. Mais M. Bardella, donc, pardon de vous interrompre. Tout cela est un jeu de dupes. On comprenne bien ce qui est en train de se passer. En politique, quand on a des alliés, évidemment, ils ne sont pas tout à fait comme vous. Vous invoquiez à la minute Mitterrand. Mitterrand, il a fait l'union de la gauche avec les communistes, qui à l'époque était soutien d'une dictature épouvantable. On ne peut pas dire qu'il a été accepté de faire beaucoup de chemin. Est-ce que c'est imaginable, pour reprendre ce mot, que vous ayez un programme commun, peut-être pas maintenant, dans 1 mois, dans 2 mois, après une dissolution si elle avait lieu, avec Bruno Retailleau? Monsieur Rochebain, je me bats chaque jour que Dieu fait pour mettre en place les conditions politiques de l'arrivée de nos idées au pouvoir. Mais je l'ai fait en tendant la main au président des Républicains il y a 1 an lorsqu'il y a eu des élections. Je l'ai fait en invitant les Républicains au Parlement européen il y a quelques jours, et ils l'ont fait autour de M. Bellamy, de voter la motion de censure contre la présidente de la Commission européenne. Mais comment voulez-vous que j'ouvre mes listes aux élections, que j'ouvre un accord de gouvernement avec des gens qui sont incapables à l'Assemblée nationale de censurer un gouvernement macroniste, Monsieur le Président, il reste socialiste. Votre logique, elle vaut si vous avez une majorité absolue après une dissolution. Mais avouez que ça n'est pas la seule hypothèse. Il se peut que vous ayez une majorité courte. Eh bien, je le ferai. Vous ferez quoi? Eh bien, si demain, le président de la République, ce qui, je le crois, arrivera, prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, je me présente devant les Français avec l'ensemble des candidats aux élections législatives qui vont défendre le programme du Rassemblement national. Vous avez une majorité? Si j'ai une majorité absolue, je vais immédiatement à Matignon. C'est clair. Si j'ai une majorité relative, eh bien, je proposerai à de potentiels alliés qui auront été élus à l'Assemblée nationale, à droite, mais qui aussi... Jordan Bardella, allez, allons de l'avant, franchement, vous cachez là-dessus, vous êtes obligé de répondre un peu. Qui? Avec qui? C'est pas M. Ciotti, c'est fait. Il vous a rejoint. Ok, d'accord. Mais après M. Ciotti, qui d'autre? Et avec ceux qui le veulent, M. Rochebain. Oui, mais il faut. C'est des têtes de liste que vous avez. C'est pas. Pardon, mais pas le député. Je n'ai pas, M. Rochebain. On va être très clair. Les cadres aujourd'hui des Républicains sont complètement macronisés. Je n'ai pas envie de gouverner avec Mme Pécresse. Je n'ai pas envie de gouverner avec M. Jeanbrun, avec qui j'avais débattu, souvenez-vous, sur votre plateau de télévision il y a quelques mois, qui est membre des Républicains, qui mourrait d'envie de devenir ministre d'Emmanuel Macron, peu importe le gouvernement, et qui dit, dans le cadre d'un second tour entre le Rassemblement national et les communistes, qui vote communiste. Par conséquent, je ne peux pas m'allier avec ces gens-là. En revanche, je sais qu'il y a des patriotes sincères chez les Républicains. Et moi, je leur dis, mettons-nous ensemble et travaillons ensemble. Les patriotes sincères, il y en a à droite, il y en a à gauche, et moi je serai toujours du camp du rassemblement, de l'union et de l'alliance, parce que pour gagner, on a besoin de la majorité. Que ce soit clair, je ne vous bouscule pas pour le plaisir de vous bousculer, c'est intéressant de voir qui se positionne aujourd'hui par rapport à qui. C'est le fond de la politique, c'est pas simplement... Mais il ne vous aura pas échappé... Attendez, laissez-moi finir ma question. Une partie des Républicains, aujourd'hui, en ne votant pas la censure, se rallie non seulement à un programme macroniste, mais désormais à un programme socialiste. Et moi, je ne suis pas socialiste, ça ne vous aura pas échappé. J'ai compris. Maintenant, quand on voit, par exemple, entrons dans les noms, et encore une fois, ce n'est pas le plaisir de jeter les noms, c'est ce qu'ils représentent politiquement. Sondage de la Tribune dimanche. Et là, on va un peu plus loin. Sondage de la Tribune dimanche avec quelque chose de très flatteur pour vous. C'est très bon score que vous avez. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Il y a un trio de tête. Jordan Bardella, Marine Le Pen et la troisième, c'est la surprise, Marion Maréchal. Il y a beaucoup sur ce plateau étaient un peu sidérés de voir que Marion Maréchal était devant Édouard Philippe, devant Bruno Retailleau, devant Gabriel Attal, devant Gérald Darmanin. Bon. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que de façon naturelle, par exemple, là on a un cas très concret, Marion Maréchal fait partie de votre équipe de gouvernement? Mais mon équipe de gouvernement, elle sera présentée en temps voulu.
Maintenant, est-ce que je considère Marion Maréchal comme une alliée? Naturellement. Marion Maréchal a été au Front National pendant longtemps. Elle a fait le choix de quitter notre famille politique. Elle serait dans votre gouvernement? Elle a pris ses responsabilités en apportant un soutien l'an dernier à l'alliance que nous avons formée des Patriotes. Et je vous rappelle que 3 députés qui appartiennent au parti politique de Marion Maréchal siègent dans le groupe Rassemblement National comme des alliés. Donc moi, je n'ai aucune difficulté à tendre la main. Mais je veux dire, moi, je veux m'allier avec des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs. Et pour vous répondre sur les Républicains, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que, il y a 2 lignes aux Républicains, mais je serai toujours dans la position de tendre la main à ceux qui veulent travailler avec nous. Je vous prends un exemple, par exemple. Vous m'avez pas répondu, pardon, pardon, encore une fois, je ne veux pas vous couper pour vos plaisirs de vous couper, mais il faut quand même répondre aux questions. Vous êtes un exemple, au moins là, vous êtes très clair. Vous dites le pouvoir, si votre but, c'est Marine Le Pen présidente, n'est-ce pas? Vous avez toujours parlé d'un ticket, donc vous êtes clair sur qui serait au pouvoir avec vous. Donc, Marine Le Pen, vous, c'est clair. Est-ce que oui ou non, Marion Maréchal fait partie d'un trio? Mais un trio pour... Est-ce qu'elle serait aussi de votre équipe gouvernementale? Mais je n'exclus rien au moment où je vous parle, monsieur Rochefort. Non mais attendez. Avant de vous donner la liste de mon gouvernement, peut-être qu'on peut parler de ce qu'on va proposer dans le cadre d'une campagne électorale. Parce que les Français qui nous regardent ce soir, plutôt que de savoir qui va être le trio de tête des sondages que vous avez montrés, se demandent peut-être ce qui va leur arriver dans quelques semaines. On en parlera longuement, mais c'est l'union de la droite. Vous savez bien que c'est un sujet de l'heure. Jordan Bardella, c'est un sujet de l'heure, vous le savez bien. D'accord, mais moi je vous dis, je ferai le rassemblement avec tous ceux qui veulent travailler à nos côtés, sur des valeurs claires, la défense de notre identité, la défense de nos valeurs de civilisation, la défense du pouvoir d'achat, la promotion et le soutien à nos chefs d'entreprise, à nos créateurs de richesses, et on aura tout le temps tout à l'heure qui investissent, et la défense de la nation française. Jordan Bardella, puisque vous parlez position, est-ce que vous êtes un homme de droite? J'inscris un certain nombre de valeurs que je défends et que j'ai au fond du cœur, évidemment dans un écosystème de droite. Enfin, en tout cas, je me sens beaucoup plus proche de ce qui a été pendant très longtemps la droite, et pourquoi de ce qu'est aujourd'hui le Parti Socialiste. Pourquoi vous me faites un détour en disant j'inscris je ne sais quoi, blablabla? Vous êtes de droite ou vous êtes pas de droite? Parce que je pense que les étiquettes enferment les responsables politiques. Et qu'aujourd'hui, le clivage dans lequel nous sommes nous place au-dessus des partis politiques. Donc, moi, je défends mon pays, je défends l'identité française, je défends la nation, je défends la restauration de l'école, de nos services publics, je défends la protection de notre identité face à l'immigration massive. Et autour de ce projet de redressement national, eh bien, j'ai vocation à parler à des Français de droite, à des Français qui peut-être pendant longtemps ont voté à gauche, à des Français qui ne se reconnaissent plus dans le paysage politique actuel. Et donc, je ne vous ferai pas le plaisir de m'enfermer dans une case parce qu'il faut se dire de droite au motif que ça ferait bien de se dire de droite. Mais j'ai effectivement beaucoup de valeurs qui, pendant très longtemps, ont été défendues par la droite. Mais en tout cas, c'est pas les valeurs que défend aujourd'hui Emmanuel Macron ou Monsieur Le Cornu. Marine Le Pen, ici même, dans une émission il y a quelques jours, disait, elle avait un moment d'hésitation. Elle en souriait elle-même quand je lui posais la question, est-ce que vous êtes plus proche de Retailleau ou d'Olivier Faure? Un moment d'hésitation. Vous hésiteriez vous aussi? Mais je me sens évidemment plus proche des constats qu'a posé Monsieur Retailleau, notamment sur la question de l'immigration. Mais moi, je ne juge pas M. Retailleau à ce qu'il dit. Il était ministre de l'Intérieur et donc je le juge à ce qu'il fait. Et quand je regarde son bilan, eh bien, je suis en mesure de vous dire, au regard des derniers chiffres de l'INSEE, qu'il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France que sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur par M. Retailleau. Je peux vous poser une question personnelle, un peu psychologisante, c'est toujours dangereux, la psychologie de bazar quand on est journaliste, mais je vous la pose quand même. Dans votre histoire personnelle et celle de Marine Le Pen, Marine Le Pen porte le nom qu'elle porte. On sait très bien qu'elle a été en butte à un certain mépris d'une bourgeoisie, disons, qui trouvait que le nom Le Pen n'était pas convenable. Vous avez une autre histoire, vous avez 30 ans, c'est ça? J'ai 30 ans. 30 ans, vous n'avez pas le nom Le Pen, vous êtes un homme plus neuf en quelque sorte. Est-ce que ça fait une différence entre vous? Ou est-ce qu'au fond, il y a quand même une sorte de barrage avec la droite classique, pour ça comme on veut, mépris de classe, qui est resté? Est-ce qu'il y a un mépris d'une partie des dirigeants de droite à l'égard du Rassemblement et de ses électeurs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une grande partie des cadres des Républicains sont beaucoup plus à l'aise quand ils discutent avec Emmanuel Macron, voire même avec M. Faure, que lorsqu'ils discutent avec des responsables du Rassemblement national. Mais moi, je ne veux pas faire la lutte des classes. Et ma vocation, c'est de fédérer les Français. Et je pense que pour gagner l'élection présidentielle, nous aurons besoin demain de rassembler
la France du travail, la France des classes populaires, la France des classes moyennes, mais aussi de nous adresser à une bourgeoisie patriote qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans les partis du système et à qui nous avons vocation aussi à tendre la main. Moi, je ne fais pas de distinction entre les Français, je déteste cela. Je déteste la façon dont la gauche cherche en permanence à opposer les actifs aux retraités, les jeunes aux personnes âgées, les salariés, les ouvriers, aux chefs d'entreprise, aux patrons. Je pense que, notamment en matière économique, le salarié et l'ouvrier ainsi que le patron et le chef d'entreprise sont sous un seul et même drapeau et je n'aime pas cette façon d'opposer les Français les uns aux autres. Jordan Bardella, donc dans une minute, Amélie Carouer va nous rejoindre et on va entrer plus en détail sur le projet alternatif en quelque sorte que vous proposez. Quand même encore le scénario des prochains jours. Vous disiez, vous avez un autre décompte à peu près que le nôtre, on a aussi 270, mais ce qui est certain, c'est que 280 députés qui seraient des censeurs. Ça va être assez serré. Ça sera serré. Mettons que Sébastien Lecornu et évidemment Emmanuel Macron derrière lui réussissent ce coup. C'est quand même un grand coup politique, encore une fois, de fait. Mais donc un coup pourquoi, monsieur ? Attendez, pour conserver pour garder le pouvoir, il faudrait s'en réjouir. C'est pas un putsch. C'est des méthodes démocratiques. Ils ont le droit de faire des Ils ont le droit, effectivement, d'acheter les partis politiques dans les cuisines de Matignon. C'est des deals. Peut-être le plus grand tort devrait être donné à celui qui, par duplicité, se laisse acheter par des gens qui détruisent notre pays depuis 8 ans. Cela étant, bon ou mauvais, chacun est juge, mais est-ce que ça peut durer ? Est-ce qu'on peut imaginer que ce gouvernement, il se tienne un peu par la barbichette, mais la politique, c'est ça aussi, c'est la politique parlementaire. Les Italiens ont cette expression magnifique, ils disent « governo di non sfiducia », gouvernement de non-méfiance, où on se met d'accord, on a un petit accord minimal. Est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'en 2027, c'est-à-dire ils se tiennent tous un petit peu, c'est un gouvernement qui peut faire de bonnes choses aussi. Et puis, au fond, Emmanuel Macron, habilement, il faut dire les choses, aura réussi à garder l'essentiel du pouvoir avec des ministères qui lui sont en grande partie acquis jusqu'en 2027. Vous devez vivre avec ça ? C'est la différence fondamentale entre eux et nous. C'est que moi, je me lève tous les matins avec l'ambition de gouverner mon pays. Eux se lèvent le matin avec l'ambition de durer et de rester au pouvoir. Ça fonde une différence fondamentale entre la conception qu'ils ont aujourd'hui des souffrances des Français et celle qui nous anime chaque matin lorsqu'on se lève. Eh bien, Monsieur le Président Bardella, on va voir pas des différences. Amélie Carouer va nous rejoindre. On va entrer dans le détail de ce projet alternatif. C'est l'autre hypothèse, c'est celle d'une dissolution, d'une victoire relative, majorité relative, avec quels alliés, on en reparlera certainement. Et je passe la parole d'abord à Amélie Carouer. Bonsoir Darius Rochebin, bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir madame. Alors, comme vous l'avez peut-être un peu compris avec Darius Rochebin, la question se pose encore de savoir un peu où vous habitez politiquement, visiblement au Rassemblement national. Prenons l'exemple le plus parlant, le plus concret pour les Français ces dernières heures, c'est la suspension de la réforme des retraites. Censure ou pas censure, Jordan Bardella, obtenue par la gauche ou pas, on va y revenir, mais intellectuellement, est-ce que la suspension de la réforme des retraites est une bonne chose, oui ou non, selon vous ? Nous avons toujours été très critiques à l'égard de la réforme des retraites. Évidemment, on en a parlé il y a quelques minutes de la façon dont elle a été imposée au pays, sans vote à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Et sur le fond, elle est évidemment très largement... D'abord, elle est inefficace économiquement, puisqu'elle ne résout en rien le déficit des retraites. Et elle est injuste socialement. Et donc, nous avons toujours, nous, été très clairs dans nos positions. Nous avions défendu en 2022 une réforme des retraites qui était une réforme progressive, qui allait jusqu'à 62 ans et 42 annuités, et qui devait permettre, c'est vrai, si vous avez commencé plus tard, à 24 ou 25 ans, de partir naturellement avec 42 annuités, c'est-à-dire à 66 ou 67 ans. Mais si vous avez commencé à travailler tôt, que vous avez un métier difficile, eh bien de pouvoir partir plus tôt à la retraite. Et nous avions assumé ce choix budgétaire. Ouais. Si vous commenciez à travailler avant 20 ans, vous partiez avec 40 annuités. La suspension en tant que telle est-elle une bonne chose ? Mais je ne peux pas vous dire que oui, puisqu'il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Cette proposition qui a été défendue, en tout cas négociée entre les macronistes et les socialistes, va permettre de faire gagner 3 mois à la génération 1964. Donc, je veux dire, c'est un écran de fumée sur la base d'un accord politicien. Vous voyez bien que ça ne résout rien sur le fond. Le vrai problème aujourd'hui de notre système de retraite, dans un monde où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, c'est le nombre de cotisants. Donc, il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, travaillent dans notre pays. Et je prends à témoin les Français qui me regardent ce soir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font partie de ces 1 Français sur 2 qui paient l'impôt sur le revenu aussi, et qui ont le sentiment de porter sur leurs épaules les efforts de
tout le monde. Ça ne peut pas tenir. Et donc, la réforme progressive qu'on avait défendue, elle consistait à permettre aux jeunes de rentrer plus tôt sur le marché du travail. Je vous rappelle que le premier emploi stable, c'est 27 ans en Allemagne, c'est 27 ans, pardonnez-moi, en France, c'est 23 ans en Allemagne. Donc, pour Olivier il faut pousser les jeunes à rentrer plus tôt sur le marché du travail. C'est une victoire pour des millions de Français. Pour des millions de Français qui partiront plus tôt à la retraite. J'entends ce que vous dites, on ne va pas y revenir, mais sur la question du mensonge... C'était leur réforme, hein. La réforme Touraine, Madame Carrère. Oui, c'était leur... Donc c'est une victoire sur leur propre réforme. Ce sont les socialistes qui ont imposé cette réforme Touraine d'accélération des cotisations. Vous avez tous beaucoup martelé la question de l'enfumage et du mensonge, donc ça y est, c'est entendu, c'est sur la table. Mais si c'est obtenu, ce serait bel et bien une victoire pour des millions de vos électeurs, puisque des millions de vos électeurs l'attendent, cette suspension. On est d'accord là-dessus. Oui, mais madame, comprenez-moi bien que j'ai du mal à me réjouir d'une victoire quand de l'autre côté, parce que la politique c'est un tout. Vous voyez, on ne peut pas prendre ce qui nous arrange et mettre de côté ce qui ne nous arrange pas. Quand de l'autre, on va geler les pensions de retraite, quand on va doubler les franchises médicales et ajouter des franchises médicales, c'est-à-dire un reste à payer, sur les fauteuils roulants, le matériel de perfusion à domicile, les prothèses et les pompes à insuline. Lorsqu'on fait des choix d'une brutalité sociale, comme s'apprête à le faire le gouvernement, je ne peux pas me réjouir qu'on sacrifie, mais est-ce que vous dites, si vous voulez, Le Pen, s'il y a des millions et des millions de Français pour ces 3 mois obtenus. S'il y avait suspension, Jordan Bardella, vous vous en féliciteriez? C'est ce qu'elle dit, elle a dit, Marine Le Pen, je m'en féliciterai le jour où je verrai. S'il y a suspension, vous direz bravo, très bien. Mais madame, je ne peux pas dire bravo. Non, mais si c'était le cas... Mais madame, je ne fais pas de politique. Mais madame, on a le budget. Donc, je ne vais pas faire de la politique fiction. Pour que cet amendement, faites-moi grâce de cela, vous dites, on a fini les enfumages, on a fini les mensonges. Pour que cet amendement, en l'occurrence, qui sera proposé par le gouvernement, soit voté, il faut que le Parti socialiste valide l'intégralité du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui prévoit de geler les pensions de retraite, qui prévoit de dérembourser un certain nombre d'avantages qu'ont nos compatriotes, notamment les Français malades de longue durée, qui ont des indemnités journalières et qui vont voir ces indemnités journalières fiscalisées, qui maintient le budget de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire de la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Donc, pardon, on ne peut pas dire que c'est une victoire politique. Vous savez, c'est quelques mois... Ouais. Obtenus par le Parti socialiste, dont on n'est même pas certain qu'ils iront au bout. Et voyez bien la manière dont le PS se débine depuis quelques heures parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait entuber. Et de l'autre, une avalanche de taxes sur la France du travail. Alors, Jordan Bardella, je vais quand même vous citer encore les socialistes. Et je pense que c'est pas terminé parce qu'ils sont quand même au cœur du sujet. Olivier Faure dit quand on fait quand on a fait un 44 quand on fait de la politique, dit-il, on le fait pour changer la vie des gens. Provoquer une dissolution ne change pas la vie des gens. Est-ce qu'avec une dissolution, puisque c'est ce que vous souhaitez, vous changeriez plus la vie des gens qu'avec ce qui est discuté à partir de maintenant potentiellement pour les Français, c'est-à-dire réforme des retraites et budget? Mais vous trouvez qu'ils vont changer positivement la vie des Français, là? Parce que quand on regarde l'avalanche fiscale, la saignée fiscale et la saignée sociale qui se préparent avec ce budget de M. Lecornu, encore une fois, si demain la censure n'est pas votée, quand de l'autre côté, et encore une fois, je ne me contente pas de la critique, quand de l'autre côté, on a des éléphants au milieu de la pièce qui sont des éléments au milieu de la pièce sur le plan budgétaire que personne ne veut voir. Le coût de l'immigration, le coût de la fraude, le train de vie de l'État, le coût des opérateurs publics. Comment est-ce qu'on peut légitimement dire aux Français qu'on va doubler les franchises médicales quand de l'autre côté, on maintient la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière? Madame, comment est-ce qu'on peut regarder les Français dans les yeux en leur disant que c'est une victoire politique quand on va augmenter la fiscalité sur les biocarburants ou geler le barème de l'impôt sur le revenu? Un autre mot sur la table, l'opposé de la victoire, la défaite. Pour François Hollande, ce qui s'est passé, ce qui s'est écrit, c'est la défaite du Rassemblement national, de LFI aussi, mais du Rassemblement national. Je vous propose de réécouter l'ancien président de la République. Je pense que c'est une défaite pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'il voulait la censure. Il voulait renverser le gouvernement. Il voulait la dissolution. Pour gagner, je ne sais pas, parce que rien ne dit comment les électeurs auraient voté, mais il voulait le chaos. De la même manière, je dirais, si je ne les compare pas, LFI était dans la même disposition d'esprit. Aller le plus vite possible vers des élections pour essayer de destituer le président de la République, puisque c'est leur objectif. Eh bien, ces deux mouvements, qui sont animés de motifs peut-être différents sur le plan idéologique, poursuivaient le même objectif. Tout simplement votre réponse à François Hollande. Le seul projet de ces gens-là, madame, le seul projet politique, c'est d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Ils sont prêts à se couper un membre, ils sont prêts à vendre leur propre mère pour garder leur fauteuil, pour qu'il n'y ait pas de dissolution de l'Assemblée nationale et pour rester en place. Il n'y a qu'un malheur, c'est que
Ce qui vient de se passer est en fait une défaite pour M. Hollande. Parce que ce dont se réjouit le Parti socialiste, c'est-à-dire d'avoir gelé l'accélération des cotisations, je simplifie, d'avoir gelé la réforme Touraine, c'est une réforme qui a été mise en œuvre, décidée et votée par les socialistes, par M. Hollande et par M. Faure à l'époque. Donc, voyez bien là qu'on est dans un gigantesque cinéma, dans un comique de répétition qui consiste à se mettre autour d'une table entre partis du système, à négocier, à se mettre d'accord, non pas dans l'intérêt des Français, non pas dans l'intérêt de la France du travail, de la France qui a travaillé, mais dans leur propre intérêt pour empêcher la dissolution de l'Assemblée nationale. Rien ne me garantit que si demain il devait y avoir une dissolution, j'obtiendrais une majorité absolue pour gouverner. Mais c'est cela la politique et je ferai tout pour. Donc je veux juste dire que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et ce qui se passe dans les couloirs de Matignon depuis plusieurs jours est absolument lamentable. Jordan Bardella. Gouverner contre les Français ne sera jamais un projet politique viable. L'un des arguments du gouvernement, en direction de ceux qui appellent à la censure du gouvernement, c'est de dire que la censure, elle coûte plus cher au pays que la suspension de la réforme des retraites. Bref, que la censure, elle coûte cher. Selon Améline Montchalin, qui est ministre chargée des comptes publics, le 22 juin dernier, la censure du gouvernement Barnier aurait coûté 12 milliards d'euros parce qu'on a perdu de la croissance et qu'on n'a pas eu de budget. Vous êtes prêt à assumer Vous sortez le stylo, là, vous avez les comptes en tête, là. De telles conséquences, ne serait-ce que économiques, pour les Français. Ce qui nous coûte cher, c'est de laisser M. Macron et les macronistes au pouvoir. Parce que ce qui nous coûte cher depuis 2017, c'est d'avoir atteint aujourd'hui 3 400 milliards d'euros de dette dans la 6e puissance économique mondiale. Ce qui nous coûte cher, c'est l'explosion du train de vie de l'État sous la responsabilité d'Emmanuel Macron depuis 2017. Ce qui nous coûte cher et ce qui va coûter cher aux prochaines générations, c'est la déraison budgétaire dans laquelle est plongé le pays, qui consiste à dépenser chaque jour davantage de l'argent dont on ne dispose pas. Ce qui nous coûte cher, c'est d'avoir fait plus de dettes depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir que dans les 50 ans, madame. Dans les 50 ans qui ont suivi l'après-guerre. Ce qui nous coûte cher, madame, c'est d'avoir des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont supérieurs à ceux de la Grèce, à ceux du Portugal et même à ceux de l'Italie, madame. C'est ça le bilan des Mozart. Parce que je me raccroche à ce que vous venez de dire. Vous venez de citer les taux d'intérêt, mais depuis hier, depuis ces prises de position de Sébastien Lecornu, le CAC 40, il s'est plutôt bien porté. À l'ouverture ce matin, c'était 2,40%. Les taux d'intérêt demandés à la France ont baissé de façon importante. Le spread, ce fameux écart de taux entre la France et l'Allemagne, est en baisse. Est-ce que ce n'est pas la preuve que, en fait, les investisseurs et donc potentiellement l'économie attendaient cette forme de respiration? Madame, pardon, mais développer cet argument relève sur le plan économique d'une naïveté confondante. Les marchés financiers, les entreprises françaises détestent l'instabilité. Oui, c'est vrai. 6800 défaillances d'entreprises à cause de l'instabilité. Vous avez parfaitement raison. Mais refuser de donner à la France une majorité stable est éminemment un choix qui renforce l'instabilité budgétaire. Pourquoi ? Parce que dans 3 semaines, quand on va discuter du budget et qu'il va y avoir sur la table le débat d'une nouvelle motion de censure et donc d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, par définition, les marchés financiers, le spread et la réaction d'un certain nombre d'acteurs économiques. Jordan Bardella, vous savez bien qu'ils vont continuer à dealer. Pardon, vous dites ça, vous avez peut-être raison. Peut-être que l'avenir vous donnera raison. Les mais milieux ils vont économiques, continuer M. Rochebin, à dealer concession contre soutien. Les milieux économiques ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de confiance. La France a besoin qu'on déverrouille toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance. Alors, pardon, une question complémentaire. Je vais vous répondre et j'en termine. On n'affrontera pas le mur de la dette uniquement en allant faire la chasse au gaspillage d'argent public. On affrontera le mur de la dette en remettant le pays sur le chemin de la croissance, en remettant le pays sur le chemin de la production. Et si demain je suis Premier ministre, je donnerai instruction à mon ministre de l'économie pour mettre en place à la fois une politique de simplification, parce qu'il y a l'impôt qui pèse sur le plan monétaire sur nos chefs d'entreprise, mais il y a aussi cet impôt papier et cette surtransposition permanente de normes qui anesthésie aujourd'hui l'économie française. Nos chefs d'entreprise, ils ont besoin de liberté. Et si demain je suis à la tête de l'État, à la tête d'un gouvernement, je leur redonnerai cette liberté de pouvoir créer, investir, innover et produire. Ça voudra dire faire maigrir l'État. Vous savez que s'il y a toujours plus de normes, c'est aussi parce qu'il y a toujours plus de fonctionnaires. Marine Le Pen, dans cette même émission, a fait sensation à la question « Est-ce que vous êtes prêt à faire moins de fonctionnaires ?» Elle avait dit « C'est un truc de droite ». Alors, ça avait provoqué beaucoup d'agitation. Est-ce que vous êtes prêt à diminuer, oui ou non ? Oui ou non ? Parce qu'on voit bien que l'amaigrissement de l'État est un sujet central. Pour l'instant, les prélèvements obligatoires restent champions en France, encore Absolument. Dans ce budget. Absolument. Faire maigrir l'État, moins de fonctionnaires, est-ce que vous y êtes prêt ? Il faut évidemment faire maigrir l'État. Mais moi, je me méfie de ces réflexes qui consistent à dire le problème de la France, à trouver des boucs émissaires. Le problème de la France, c'est Bernard Arnault.
trop de riches. Le problème de la France, c'est les fonctionnaires. Le problème de la France, c'est la dépense publique. Bon, il y a évidemment du vrai dans tout cela. Donc, trop de fonctionnaires ? Il faut... Alors, nous allons réduire le train de vie de l'État. Il y a trop de bureaucratie. Donc, nous allons commencer par réduire le nombre d'opérateurs publics, réduire le nombre d'agences. Ça veut donc dire que nous allons d'abord, dans un premier temps, couper les dépenses de publicité. On peut citer l'ADEME, on peut parler des agences régionales de santé qui viennent ajouter un échelon dans la gestion de la santé en France. Je pense que la santé devrait être gérée à la fois par le ministre de la Santé et par un préfet délégué à la santé dans les départements. Mais l'État est aujourd'hui obèse. Il faut évidemment alléger la bureaucratie d'État. Il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et pas assez de fonctionnaires sur le terrain. Il y a trop de gens derrière des ordinateurs dans la bureaucratie d'État. Trop de gens qui sont missionnés pour produire des normes qui alourdissent la vie de nos chefs d'entreprise, qui alourdissent la vie du pays, et pas assez de policiers, de soignants, d'enseignants ou de gardiens de prison en première ligne. Donc, nous allons remettre de l'ordre dans la gestion de l'État. Nous allons évidemment diminuer le train de vie de l'État. Et si demain nous avons la possibilité de le faire, dès la première année, nous allons réaliser un plan d'économie. Nous présentons un contre-budget le 23 octobre sous la responsabilité de Jean-Philippe Tanguy. Un peu plus de 4 milliards d'euros dès lors dans les agences publiques, en coupant notamment une partie des dépenses de fonctionnement. Mais nous allons évidemment remettre de l'ordre dans la bureaucratie de l'État. Et ces agences, il y a une grande partie de ces agences qui ont vocation à disparaître. Vous avez donc dit, il y a quelques instants, alors peut-être un petit lapsus, parce que vous avez dit si je suis à la tête de l'État, et vous êtes repris en disant si je suis à la tête du gouvernement. Je pense que certains le souligneront, mais on ne fait pas de l'analyse comme ça. Ceci dit, vous êtes prêts ? Je ne parle pas du Rassemblement national, je parle de vous en fait. Je parle de vous personnellement. Si effectivement la situation se présentait, vous êtes prêts, les discours sont prêts, le budget est prêt, vous êtes prêts demain, après-demain ? Je vais l'humilité de vous dire, Madame Carouer, que nous avons l'ambition et je porte l'ambition de faire différemment. Alors avec beaucoup d'humilité, j'apprends aux côtés des Français chaque jour. Je les écoute, je les entends. Et je m'efforce depuis maintenant plus de 10 ans que je me suis engagé en politique, que ce soit au cours de mes mandats de parlementaire européen, que ce soit comme président du premier parti de France, de traduire politiquement les attentes, les espérances et les souffrances qui sont aujourd'hui celles des Français. Donc chaque jour qui passe, nous nous rapprochons du pouvoir. Nous avons évidemment beaucoup travaillé pour rédiger des projets de loi. Si demain je suis à la tête du gouvernement, je signerai dès mon arrivée à Matignon un certain nombre de décrets pour... Par exemple, les premiers décrets. Par exemple, pour simplifier la vie de nos chefs d'entreprise, en rayant des normes qui aujourd'hui pèsent sur l'économie française, parce que je pense que le plus urgent, c'est de relancer la production. Je signerai des normes pour engager, par exemple, des décrets, pardonnez-moi, pour engager effectivement la construction de nouvelles places de prison. Je dénoncerai très vite la convention qui lie la France à l'Algérie et qui nous place sous une situation d'hostilité migratoire à l'égard de ce pays qui conteste en permanence nos valeurs, notre honneur et notre indépendance sur la scène internationale. Je signerai par exemple un décret, je prendrai des mesures très vite pour interdire les téléphones portables dans les collèges et les lycées. C'est aujourd'hui le cas dans les collèges, pas au lycée, mais je veux prendre des mesures très vite pour remettre le pays sur le chemin à la fois de l'ordre et de la prospérité. Et vous avez dit prospérité et vous avez parlé budget. Et je demanderai pardon, sur le budget. Très vite, parce que je crois qu'il y a aussi urgence, et le ministre des Armées, maintenant Premier ministre, M. Lecornu, n'en a pas dit un mot. Si demain je suis à la tête de Matignon, je demanderai dès les premiers jours de mon action à mon ministre de l'Intérieur d'adresser au préfet une circulaire pour interdire toute régularisation d'étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le budget. Vous avez vu, on a écrit en bas de l'écran une boucherie fiscale, c'est ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas le seul au sein du Rassemblement national à utiliser cette expression ces dernières heures. Les Français s'en inquiètent. Mais est-ce que vraiment tout est acheté ? Jordan Bardella, est-ce que c'est tout noir ou tout blanc ? Quand Sébastien Lecornu dit qu'il refuse que le patrimoine professionnel soit touché par des mesures d'effort fiscal, quand il évoque une baisse de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, est-ce que ça, ce ne sont pas des gestes qui sont de nature à vous convenir ? Est-ce qu'il faut tout jeter tout le temps ? Alors, il n'y a jamais tout à prendre et il n'y a jamais tout à acheter. Oui. Moi, j'essaie d'avoir de la nuance. Et vous savez, notre groupe à l'Assemblée nationale, le RN, et le groupe, ça a été... souligné il y a quelques semaines par vos confrères du Figaro, et le groupe politique qui, à l'Assemblée nationale, a voté le plus de textes
qui ne venaient pas du Rassemblement national. C'est-à-dire que quand quelqu'un, qu'il soit de gauche ou de droite, ou du centre, propose quelque chose qui correspond à ce que je pense et qui correspond à l'intérêt des Français, à la différence de tous les autres, nous ne sommes pas sectaires, nous écoutons, nous respectons et nous votons dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt des Français. Donc, vous m'interrogez sur la CVAE. Moi, je porte l'ambition, avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, de relancer la croissance. Par conséquent, je crois qu'il faut, s'agissant des impôts de production, un réalignement compétitif de la France sur les partenaires européens. Nous avons aujourd'hui une fiscalité sur la production qui est extrêmement injuste parce qu'elle pèse sur le haut du compte d'exploitation, qui est 2 fois plus importante que la moyenne européenne. Donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous alignerons sur le plan de la production, de la fiscalité de la production, la fiscalité sur nos partenaires européens. Qui dit budget aujourd'hui, dit retour de la taxe Zuckman dans le débat. Jordan Bardella, le Parti socialiste veut réintroduire cette taxe par amendement, et c'est Olivier Faure qui l'annonce. Ça promet. Et cette taxe, elle a été jugée inefficace et dangereuse par Marine Le Pen il y a encore quelques jours, mais elle est populaire dans l'opinion, elle est populaire dans votre opinion, Jordan Bardella. Selon l'IFOP, 75% de ses électeurs, de vos électeurs, 3 sur 4 veulent faire payer les ultra-riches. Est-ce que vous n'êtes pas un peu tiraillé entre votre volonté de parler à la base populaire et votre volonté de parler au milieu d'affaires, au MEDEF, etc. Madame, il y a un Français sur 2, d'après un sondage de l'IFOP, qui est à 10 € près quand il fait ses courses. Donc, si vous allez voir les Français, en leur disant, faut-il que les grands patrons français, les grandes fortunes françaises, payent de l'impôt, plus d'impôts, évidemment que tout le monde, et peut-être certains ici à cette table, vous diront oui. Mais attention à ne pas apporter une mauvaise réponse à une vraie inquiétude et à un vrai sujet qui est soulevé par beaucoup de Français, qui est la répartition de la fiscalité dans notre pays, et dans un pays qui, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Rochebin, est parmi les pays qui prélèvent le plus dans l'OCDE. Donc, moi, je suis opposé à cette taxe Zuckman parce que je considère que c'est une folie socialiste qui consiste à taxer des projections économiques. Quand on intègre dans un tel dispositif fiscal des projections économiques qui vont toucher des entreprises qui ne sont même pas encore rentables. On a pris l'exemple de Mistral, d'entreprises de start-up, de la tech, de licornes françaises qui font des levées de fonds, qui peuvent présenter des sommes qui paraissent a priori énorme pour beaucoup de Français, mais au moment où la taxe va s'abattre sur le chef d'entreprise, sur l'entreprise en soi, sur l'organisation en soi, eh bien cette entreprise ne ramène pas encore d'argent. Donc ça, on vient, si vous voulez, à taxer des entreprises qui travaillent en France, qui font de la levée de fonds et qui, s'agissant par exemple de licornes liées à l'intelligence artificielle, défendent aussi la souveraineté numérique de la France. Donc nous, on a mis en place dans notre projet, et c'est une proposition que nous formulons, qui a vocation à ramener 3 milliards d'euros chaque année dans les caisses de l'État. Un impôt sur la fortune immobilière. Un impôt sur la fortune financière, qui consiste non seulement supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, à supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire à détaxer de ce marteau fiscal la résidence principale ou la résidence unique. La résidence unique, c'est par exemple si vous avez un pied-à-terre à Paris, mais que vous rentrez tous les week-ends, je ne sais pas, en Bourgogne, à 2 heures d'ici, dans ce qu'on pourrait donc considérer comme votre résidence unique, et à ne taxer que sur les anciennes assiette de l'ISF, c'est-à-dire au-dessus d'1,3 million, la fortune financière. Alors, mais je sors de très important. Très important. Est-ce que au total, vous êtes prêt à prendre l'engagement de diminuer les impôts? C'est risqué pour quelqu'un qui est candidat au pouvoir. La plupart, Emmanuel Macron l'a fait à un moment donné, rares sont ceux qui ont tenu leur promesse. On est le 15 octobre, 21h27. Si vous faites la promesse, ça vous engage. Au total, je dis bien au total, riche, pas riche, au total, est-ce que le contribuable français serait moins imposé qu'aujourd'hui si vous arriviez au pouvoir? Oui, c'est notre ambition, bien sûr, parce que j'irai faire... Les impôts baisseront, oui, au total. Je vais vous répondre, Monsieur Rochebin, si juste vous me permettez de répondre à Mme Kerrouas sur l'impôt sur la fortune financière. Et je vous réponds, promis, je n'esquive pas la question. Nous souhaitons détaxer de fiscalité la résidence principale parce que nous croyons dans l'enracinement. Notre vision économique, c'est celle d'une économie enracinée qui est au service de l'homme et qui est au service de la nation. Donc, pour que les Français restent propriétaires de la Maison France, qu'ils restent, je dirais, fiers propriétaires de ce qu'ils ont mis parfois une vie entière de travail à acquérir, eh bien nous déchargeons la résidence principale. Deuxièmement, dans notre impôt sur la fortune financière, il n'y a pas les biens professionnels, parce que nous n'envisageons pas de taxer le Made in France, et nous excluons les investissements jusqu'à 75% qui sont faits dans les TPE-PME et dans les ETI
française. Ça, c'est pour l'impôt sur la fortune financière. Ça rapporte 3 milliards d'euros par an et ça va nous permettre précisément, et je fais la transition, monsieur Rochebin, de financer, vous me posez beaucoup de questions en même temps, de financer la baisse de l'impôt sur le revenu et notamment de financer une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, parce que notre objectif, c'est non seulement d'alléger la fiscalité, parce qu'il y a trop d'impôts en France, mais c'est surtout d'encourager la natalité. Donc il y aura évidemment des baisses d'impôts, mais encore faut-il qu'on fasse de la chasse au gaspillage d'argent public. Nous ambitionnons de faire, et encore une fois, tout cela sera présenté si demain il y a une campagne électorale, un plan d'économie qui ira jusqu'à 100 milliards d'euros d'ici à 5 ans. Et ces 100 milliards d'euros seront réaffectés, un tiers pour la baisse de la fiscalité, un tiers pour le remboursement de la dette et un tiers pour de la bonne dépense publique, c'est-à-dire typiquement la sécurité, la construction de places de prison ou la défense. Vous avez raison, on a prévu l'équivalent de 3 heures d'émission. Pardon, mais vous avez beaucoup de questions je vais et parfois essayer, en même temps, donc j'essaye je vais essayer de synthétiser. De ne dérober aucune question. Je vais faire encore plus compliqué. Je vais essayer de synthétiser 2 questions en une. Comme ça, vous avez vu certainement ce qu'a dit Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux ces dernières heures. C'était un peu de temps avant qu'on rentre là en plateau pour cette émission. Il dit: Emmanuel Macron installe donc un paysage politique aux couleurs de la gauche, mais aussi du RN, qui n'a pas voté la réforme des retraites et s'est abstenu sur la taxe Zuckman. Question 1, que répondez-vous à Bruno Retailleau? Question 2, effectivement, vos députés se sont abstenus en février lorsque l'Assemblée a adopté une proposition de loi instaurant ce mécanisme. Que ferez-vous la prochaine fois? Bruno Retailleau et l'abstention. Monsieur Retailleau, il fait du bruit. Voilà, parce qu'il s'aperçoit sans doute qu'en 5 jours, il a perdu 1 an et demi de capital politique. Voilà. Il nous accuse d'être socialistes, ce qui pour moi est assez vexant. Je lui rappellerai qu'il a été assis pendant 1 an et demi en Conseil des ministres entre monsieur Valls, monsieur Rebsamen et madame Borne. Donc, vous voyez, les leçons de cette droite qui se dilue depuis 8 ans dans le macronisme et qui se dilue désormais dans le socialisme me fait penser à cette phrase de feu Patrick Buisson dans La Cause du peuple, qui écrivait qu'il y a en France deux partis de gauche, dont un s'appelle la droite. C'est ce qu'il dit aussi. Retailleau a la même expression. Oui, mais moi je ne juge pas ce qu'il dit. Je le juge à ce qu'il fait. Et s'il considère que revenir sur la réforme des retraites est une ligne rouge, alors pourquoi ne vote-t-il pas la censure? Vous êtes mal parti pour l'Alliance de droite. Hein. Vous passez votre temps à taper sur Bruno Retailleau. Mais parce que je ne me... Si vous voulez, moi je suis pas dans la... Je regarde pas la vitrine. Je regarde ce qu'il y a au fond de la boutique. Et donc, c'est pas parce qu'on se dit de droite qu'on défend une politique de droite. Quand M. Barnier, dont tout le monde nous a dit, M. Barnier il est de droite, il faut s'allier avec M. Barnier parce que c'est le retour de la droite au pouvoir. Quand on propose un budget à 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires, alors on ne peut pas se dire de droite. Vous prenez des risques. Hein. Vous faites comme si vous étiez sûr de gagner seul. Or, vous l'avez dit vous-même, la possibilité est grande que vous ayez une majorité relative. Monsieur Rochebin, pardon, j'ai été le premier à vous dire... Sur vos concurrents, sur vos concurrents, vous tapez à bras raccourcis. Mais non, je tape sur les gens qui ont été au pouvoir et qui ont un bilan. Pourquoi? Parce qu'ils font du mal à mon pays. Et que précisément, je me bats contre les politiques néfastes qui sont menées dans mon pays. Mais vous m'avez interrogé, tout à l'heure, ne me dites pas tout et le contraire de tout, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur ce que je ferai en cas de majorité relative. Oui. J'ai été le premier à vous dire que j'irai chercher des alliés autour de moi et que je m'adresserai aux patriotes de droite qui seraient élus à l'Assemblée nationale en leur proposant de travailler avec moi. Question très technique, mais elle est très importante. Si vous avez une majorité relative, et vous dites vous-même, vous dites c'est possible, vous ne faites pas le hableur, là, vous ne dites pas que vous êtes sûr d'avoir une majorité absolue, Emmanuel Macron vous nomme. Est-ce que vous y allez? C'est-à-dire avant même, on voit que c'est compliqué au Parlement d'avoir une majorité ensuite, mais est-ce que vous commencez par y aller ou vous voulez vraiment la dernière fois c'était non, coalition? C'était non Matignon en cas de majorité relative. Alors pardon, je vais vous faire... Il y a les gens qui se contredisent et il y a les gens qui se répètent. Moi, je fais partie de ceux qui se répètent, donc je vais vous dire exactement ce que je vous ai dit lors des élections législatives l'an dernier. J'irai à Matignon si j'ai l'assurance d'avoir une majorité sur laquelle m'asseoir pour conduire la politique de redressement sur laquelle mes députés auront été élus. Donc, je ne vais pas vendre du vent et dire aux Français que je veux aller à Matignon juste pour inscrire Premier ministre sur ma carte de visite et être renversé en 24 heures. Donc, je vais à Matignon si j'ai une majorité absolue. Je vais à Matignon si... Par conséquent, je n'ai pas de majorité absolue et que j'ai une majorité relative et que j'ai des alliés pour m'assurer non seulement d'une non-censure, mais d'un vote sur un accord de gouvernement sur les mesures sur lesquelles nos députés auront été élus. Je ne peux pas être plus clair. Est-ce que Reconquête fait partie de ses alliés? Reconquête, Sarah Knafo, Monsieur Zemmour, est-ce qu'ils font partie de ses alliés naturels? Ils ne pèsent pas grand-chose, mais enfin, il faut qu'il y va. Au moment où on se parle, ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Mais au Parlement européen,
les eurodéputés de Reconquête ont voté pour la motion de censure que j'ai déposée il y a quelques jours contre la présidente de la Commission européenne. Et je souhaite effectivement demain avoir non seulement l'alliance la plus large possible, mais je souhaite que les députés qui seront élus, encore une fois, Reconquête est aujourd'hui donné à 3% dans les sondages, le RN est donné à 35-36%. Mais si demain il y a des députés qui sont élus hors de l'alliance que nous mènerons avec Éric Ciotti, eh bien évidemment ils seront amenés à travailler. Un mot sur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a eu des mots plutôt élogieux à votre égard. Il est de notoriété publique, je crois que ça a été dit, que vous vous êtes rencontrés. Absolument. Combien de fois ? Une fois. Une seule fois. Est-ce qu'il, puisqu'on parle bien de recomposition du paysage politique, aujourd'hui, on vous a prêté parfois, on disait, vous êtes un peu chiracien, vous vouliez paraître comme chiracien, parfois sarkozyste. Est-ce qu'il est un aspirateur ? Je veux paraître moi-même, ce qui... C'est très bien. C'est déjà une bonne, déjà une ambition chose. Humble. S'il y a besoin de quelqu'un qui inspire une forme de rapprochement des droites, on sent bien qu'il est dans cette veine-là, est-ce qu'il peut être celui-là ? Oui, Monsieur Rochebin, la droite au pouvoir a déçu. Sarkozy. Mais, Nicolas Sarkozy en 2007... il a fait cette jonction entre un électorat plus populaire, entre la France du travail et une forme de bourgeoisie patriote. Je pense que cette alliance, qui est une alliance de tous les Français patriotes, me semble aujourd'hui nécessaire si l'on veut gagner demain l'élection présidentielle. C'est pour ça que je vous dis que je ne m'adresse pas à la droite, je ne m'adresse pas à la gauche, et je ne mime pas le général de Gaulle en disant cela, mais je sais qu'il y a des Français qui pendant très longtemps ont eu le cœur à gauche, qui pendant très longtemps ont eu le cœur à droite, qui ne se retrouvent plus aujourd'hui et qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état de la France. Et moi je veux leur dire, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, on a tous au fond du cœur des sensibilités différentes, mais notre amour du pays et l'état de la France aujourd'hui nous impose de travailler ensemble. Et je vais vous dire, De Gaulle, lorsqu'il parle à Malraux dans Le Chêne qu'on abat, à cette phrase, il lui dit « J'appelle Français tous ceux qui ne veulent pas voir la France mourir. » Eh bien moi j'appelle patriotes tous ceux qui ne veulent pas voir la France disparaître. Tous ceux qui veulent voir la France vivre au XXIe siècle et qui croient que notre grand pays a tous les atouts pour réussir et que notre grande nation a encore quelque chose à dire, non seulement à son peuple, mais aussi au monde. Et je me battrai évidemment pour cela et j'y suis prêt. Olivier Faure disait que tout ce qui était en train de se passer, c'est le début de la campagne présidentielle. Vous êtes d'accord avec ça ? Les Français ont été privés de campagne en 2022. Genre, il faut être honnête. Nous, on a fait campagne. Mais notre principal opposant, que nous avons affronté au second tour, a tout fait pour retarder la campagne. Alors bien sûr, la France a vécu des crises majeures. On a vécu la crise sanitaire d'abord. On a vécu ensuite l'invasion et l'agression de l'Ukraine par la Russie. Donc on a vécu des crises majeures. Mais je pense qu'on a besoin non seulement d'apaisement dans le débat démocratique, mais qu'on a besoin de campagnes saines sur le fond, projet contre projet, en arrêtant les hurlements, en arrêtant les outrances, en opposant des arguments, parce que la grandeur de notre pays et la grandeur de notre démocratie, c'est précisément de permettre ce climat apaisé. Moi, je n'aurais jamais peur du débat. J'en ai fait plus d'un sur votre plateau de télévision. Je n'aurais jamais peur de la confrontation. Mais je dis juste aux autres mouvements politiques, arrêtez de penser à vous-même et pensez aussi aux Français qui nous regardent. Jordan Bardella, une dernière question. Un mot. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça m'a frappé 2 fois même. La première fois, c'était moi. Le mot bourgeoisie. C'est vrai que c'est un vieux mot. On va recevoir dans un instant quelqu'un qui incarne la bourgeoisie conservatrice. C'est Renaud Girard du Figaro. Et il prône l'union des droites, lui. Un peu comme... Bon. La bourgeoisie, c'est très important. Si Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, c'est parce qu'une partie de la bourgeoisie a dit « on essaye ». Une partie de la bourgeoisie a toujours peur de vous. Je voyais un grand patron il y a quelques jours, il disait, je posais la question, vous avez rencontré Bardella, Le Pen ? Ah non, ça, non, c'est pas encore, je ne suis pas mûr pour ça. En une phrase, qu'est-ce que vous voulez dire à la bourgeoisie qui la rassurerait, si tant est que vous puissiez la rassurer ? Arrêtez de vous fier aux caricatures. Et arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte sur le projet que nous portons avec Marine Le Pen depuis des années. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays et contrairement à la gauche, nous ne voulons pas de la lutte des classes. Oui. Moi, je ne suis pas socialiste, je ne désigne pas des boucs émissaires. Je ne considère pas non plus que tout se règle à coup de fric, à coup de taxes ou à coup d'impôts. Et je pense que le pays a besoin d'unité, a besoin de rassemblement. Et je vais vous dire, moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Donc si ce patron que vous connaissez souhaite échanger et opposer des arguments et peut-être mieux nous connaître, eh bien, je le ferai avec grand plaisir. Vous savez, mon objectif, c'est que notre camp arrive au pouvoir.
Et donc, c'est d'instaurer un climat de confiance aussi avec ces milieux économiques, parce que je sais que l'économie, ça n'est rien d'autre que de la confiance. Jordan Bardella, merci beaucoup. C'est votre livre, Ce que veulent les Français, qui va paraître. Allez, Madame Le Pen, elle a pris un risque de plus que vous. La dernière fois, elle a répondu à la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Risque métaphysique, est-ce que vous croyez en Dieu, Jordan Bardella? Je suis agnostique, mais je sais à quel point la France puise son identité et ses racines dans la chrétienté. Et j'ai une déférence très forte pour la foi et pour ceux qui croient. En tout cas, je les respecte. Et je respecte tous les croyants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci, Amélie Carouer.